Bonjour à toutes et tous. En tout cas, bienvenue pour cette conférence sur l'école liquide et créative. Comment la pensée des makers et les technologies numériques peuvent être au service de l'éducation, notamment de nos jeunes et des générations futures. Donc voilà, ça va durer 1 heure. Voilà, je prendrai aussi peut-être un temps de questions-réponses à la fin. En tout cas, j'ai beaucoup de messages à vous dire pendant cette heure-ci. Mais en tout cas, voilà, c'est un grand plaisir de vous accueillir pour cette conférence à la Maker Faire Paris 2018. Donc pour me présenter rapidement, je suis Chris Delepierre, j'ai 29 ans, je suis ch'ti. Je vous ai mis une vue de Lille. Voilà, je suis entrepreneur du changement et ce que je vais essayer de vous donner comme message aujourd'hui, c'est une vision globale. Je suis un peu comme le facteur cheval, je ne sais pas si vous connaissez. J'ai rassemblé dans mon sac des cailloux pour créer une vision, en tout cas un palais idéal, une vision de ce que je peux en tout cas remarquer sur justement le lien entre ce mouvement des makers et l'école et le monde de l'éducation. Aussi, je suis optimiste offensif parce que je pense qu'on peut être pessimiste sur notre diagnostic, les crises, etc., mais optimiste sur les réalisations. Et quand on voit tous les enfants aujourd'hui rassemblés pour cette journée Maker Éducation, bah voilà, on peut être aussi optimiste sur l'avenir. Et puis voilà, je suis entrepreneur de projets porteurs de sens parce que je pense qu'il faut en tout cas questionner le sens de nos projets et comment dans nos projets d'entrepreneurs on peut donner cette dimension du sens. C'est pour ça que je dis souvent que je suis le fils caché ch'ti de Steve Jobs et de Mère Teresa. Mère Teresa parce que je suis animé par des valeurs qui sont partagées par les valeurs des makers, hein, mais des valeurs de solidarité notamment. Et Steve Jobs parce que j'ai commencé dans un garage en imprimant une Vénus de Milo bleue. Alors voilà, j'ai toujours avec moi cette Vénus de Milo qui ne me quitte plus pas depuis 4-5 ans. Et voilà, c'était le début de mon aventure entrepreneuriale parce que j'ai découvert ce qu'on appelle cette révolution des machines à répliquer, hein, ces imprimantes 3D que vous avez sur le salon. Donc j'ai commencé dans mon garage à en acheter une, à commencer à prototyper des petits objets. Et puis voilà, cette Vénus de Milo. Et on a questionné finalement c'est quoi le sens de cette Vénus de Milo et comment justement on donne du sens à ces évolutions technologiques. Je vous présenterai le projet qu'on porte qui s'appelle Toucher pour voir pour les aveugles, notamment cette intuition que par exemple une Vénus de Milo ça sert à permettre à des personnes aveugles et déficientes visuelles à mieux se représenter le monde qui les entoure et notamment dans les musées en faisant des reproductions en miniature de sculptures. Donc je suis multi-entrepreneur sur Lille, hein, je n'aurai pas le temps aujourd'hui de vous détailler les projets, mais en tout cas, ce que je détaillerai plus aujourd'hui, c'est la partie liée à Trésorium, qui est l'entreprise qu'on a montée, liée justement au Fab Lab et aux enfants. Je suis aussi un slasher, et ça aussi, hein, les makers sont aussi des slashers, c'est-à-dire qu'on a plusieurs activités dans la même semaine, plusieurs statuts juridiques, plusieurs passions, plusieurs activités rémunérées ou non dans la même semaine. Et ça, c'est témoin aussi d'une génération qu'on est en train de vivre. Et la bonne nouvelle que j'ai aussi envie de vous partager aujourd'hui, c'est que demain est déjà là. Les makers est déjà là. En tout cas, un autre monde est peut-être possible, mais en tout cas, un nouveau regard sur le monde est déjà là. Et c'est ce que porte aussi le mouvement maker par rapport à l'éducation. Et qu'il vaut mieux écouter justement le bruit de la forêt qui pousse plutôt que de celui que l'arbre qui tombe, quoi. Donc voilà, cette génération qu'on a, on dit souvent génération Z, hein, des jeunes qui sont ultra connectés, etc., qui sont, on dit aussi digital natives, c'est-à-dire qui sont nés en ayant accès dès le berceau à des tablettes, à Internet, à des écrans. C'est vrai qu'ils sont nés aussi en même temps que l'émergence à la fois ce qu'on appelle des GAFAM, de Google, Facebook, Amazon, Microsoft, etc. Donc voilà, si on voit la vie d'un enfant, on peut remarquer aussi qu'ils sont nés aussi avec ces géants d'Internet qu'on connaît aujourd'hui. Et puis voilà, ça questionne aussi notre rapport au numérique. Et ça aussi, je dirais que c'est un apport du mouvement Maker sur justement comment on devient acteur du numérique et comment justement on questionne notre rapport au temps et notamment de consommation par rapport à toutes ces applications qu'on nous propose pour ne pas être asservi et aliéné
par justement ce monde qui est à la fois source d'opportunités et puis aussi source de fractures et de poison. La question aussi, c'est de se dire, par rapport à ces jeunes qui sont dans ce monde, finalement, ils ne sont pas forcément ce qu'on croit. C'est-à-dire que finalement, on pourrait croire que comme ils sont nés avec des tablettes, des écrans dans les mains, finalement, ce sont des magiciens du numérique, alors qu'en fait, pas du tout. En fait, le fait d'être biberonné à l'usage de ces technologies, ça ne garantit pas forcément un savoir-faire inné. Et donc c'est vrai qu'en tant qu'adulte, on a souvent un fantasme par rapport aux jeunes, dire c'est des utilisateurs très performants du numérique, alors que dans la réalité, ce n'est pas forcément le cas, parce que l'enjeu, et nous ce qu'on prône, c'est de dire, l'enjeu c'est pas de faire contre ou avec le numérique, c'est de faire avec, mais de façon intelligente, comment on questionne le rapport aux technologies et surtout ce rapport d'être acteur, non pas consommateur passif, mais d'être des makers finalement, au service de son projet et utiliser ces nouvelles technologies accessibles. On parle d'imprimantes 3D, on va parler de tutoriels sur Internet, on va parler de toutes les machines à commande numérique que vous pouvez trouver sur la Maker Faire, de se dire que finalement, c'est au service de quoi? Du sens et donc du projet, des projets qu'on mène. Margarida Romero, qui est une chercheuse en éducation, travaille beaucoup sur ces nouvelles pédagogie et échelle de co-créativité et des usages pédagogiques liés à ces nouvelles technologies. Et donc l'enjeu, c'est justement de passer d'un rapport passif à une consommation plus interactive où on va ensuite être créateur de contenu et notamment créateur de contenu à plusieurs. On parle de co-création participative. Et ça aussi, dans les makers, l'enjeu, c'est justement de faire des projets. On va parler de do it yourself, mais aussi de do it yourself with other, do it with others, c'est-à-dire avec les autres. Et ça aussi, c'est typique justement de cette culture de maker, de passer d'un rapport où on est vraiment acteur de ces contenus et de se dire que finalement la technologie, c'est juste un outil et que notre enjeu en tant qu'humain, c'est de lui donner un but. Alors une question pour vous, est-ce que vous pensez que nos enfants vont vivre dans un monde meilleur ou un monde pire? Alors ceux qui pensent pire, lèvent la main. Voilà, 2, 3, ok. Ceux qui pensent meilleur, lèvent la main. Un peu plus quand même. Et ceux qui ne se sont pas exprimés, lèvent la main. Voilà, la troisième voie. Alors vous avez en tout cas tous les trois raisons dans le sens où le monde va aller de mieux en mieux, de pire en pire, mais aussi de plus en plus vite. Donc finalement, c'est clair que ce n'est pas une réponse binaire. Sur certains aspects, ça va aller de mieux en mieux, sur d'autres, de pire en pire. Mais ce qu'on peut dire, que finalement, le monde est de plus en plus complexe. Complexe parce qu'à la fois une augmentation de la démographie, une augmentation des relations qui se tissent via Internet et une augmentation de la vitesse des échanges avec aussi la mondialisation. Ce monde complexe, finalement, si on reprend la racine de complexus en latin, c'est tisser des liens. Et finalement, pourquoi on dit que le monde est complexe? Parce qu'on tisse de plus en plus de liens entre nous et que finalement, dans ce monde complexe qu'il nous faut développer, c'est une nouvelle, on parle d'intelligence distribuée, en tout cas des nouvelles façons de s'organiser pour valoriser et tisser de plus en plus ces liens. Et souvent, je prends la métaphore de l'eau pour expliquer justement la transformation de notre société, où on va parler maintenant de société fluide. Tout devient plus fluide. On passe de rapports de force avant à des rapports plutôt qu'on peut qualifier de flux. L'eau, c'est une surface instable qui se reconfigure en permanence. C'est très finalement flexible, comme ce qu'on vit actuellement dans nos organisations. On va valoriser l'agile, on va valoriser aussi l'éphémère, on va valoriser le fait de pouvoir être agile et flexible par rapport à ce monde qui bouge comme les molécules d'eau. On parle aussi que le numérique et Internet fluidifient les échanges. On parle de surfer sur Internet. Donc on retrouve cette métaphore de l'eau. Et la question, c'est par rapport à ce contexte général, comment on adapte justement notre éducation vers une éducation plus fluide et comme aussi une opportunité pour chacun au XXIe siècle. Pour vous donner aussi une autre image, c'est comment on passe de la pyramide, d'un système pyramidal solide et sclérosé, à quelque chose de beaucoup plus fluide en communauté et donc en réseau. Si on prend une autre image, c'est comment on va passer de l'institution à des communautés plus distribuées, comment on va passer d'une économie industrielle à une économie
plus participatif, plus collaboratif, comme on dit, avec aussi des micro-usines réparties sur le territoire, et ça, c'est ce qu'on va appeler des Fab Labs, où finalement, en tant que consommateur, on va passer d'un rapport passif à celui d'être vraiment acteur de sa production, acteur aussi de son financement, avec, par exemple, le crowdfunding, le financement participatif. Donc voilà, le financement participatif, certainement que vous connaissez, avec des grandes plateformes où vous pouvez financer sur Internet des projets qui sont proposés. Par exemple, là, le projet Toucher pour voir, que je vous ai expliqué tout à l'heure, au service des personnes déficientes visuelles, on a pu le financer en 2015 sur KissKissBankBank. On a récolté 13 000 € en 45 jours avec 160 donateurs qui nous ont soutenus pour acheter des machines et pouvoir lancer notre projet. Je vous ai mis quelques images de pièces qu'on avait fabriquées autour de l'architecture de Lille, dans les musées aussi, des reproductions d'œuvres d'art. Et également, voilà, le fait de pouvoir créer des photos de famille en 3D, par exemple, pour les personnes aveugles et pour leurs proches, par exemple. Le Nord-Pas-de-Calais en 3D, c'est ce qu'on avait beaucoup travaillé à l'époque. Et finalement, ce mouvement, en tout cas des makers et des Fab Labs, en tout cas pour moi, c'est surtout la révolution de l'imagination. C'est-à-dire que finalement, l'enjeu, c'est dans tous les nouveaux usages à inventer par rapport à l'accès à ces nouvelles technologies. La performance, c'est dans les idées, parce que c'est une économie créative, c'est-à-dire que finalement, ça permet de libérer sa créativité et que l'imagination devient finalement la seule limite. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'être créatif par rapport à ce système. Alors, c'est vrai qu'on parle aussi de robotisation, et vous avez aussi des robots à la Maker Faire, et ça questionne aussi l'automatisation de certaines tâches, et donc du travail, et des personnes comme Laurent Alexandre, par exemple, nous alertent par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à la robotisation, et nous questionnent, par exemple, dans la guerre des intelligences, nous dit que finalement, si on ne change pas notre système, nos enfants vont être laminés par rapport à l'intelligence artificielle, parce que le QI des machines augmente, en tout cas la puissance de calcul, et donc qu'est-ce qui fait finalement la valeur ajoutée humaine, et comment on rend justement complémentaires ces intelligences artificielles par rapport à nos futurs enfants et nos enfants. Donc ça questionne vraiment. La question finalement, ça questionne qu'est-ce qui fait l'humain finalement. Et je suis persuadé que finalement, ce qui fait l'humain, c'est surtout son potentiel de relation, son potentiel de créativité, de générer des nouvelles idées, et de pouvoir justement être acteur de ce monde. Bernard Stiegler parle par rapport à l'emploi de non pas garantir l'emploi à vie, mais bien l'employabilité à vie. Et ça questionne aussi au niveau du mouvement maker, comment on peut se former tout au long de la vie, et que finalement un maker, c'est pas forcément qu'à un âge de la vie, c'est aussi tout au long de sa vie. Et donc de pouvoir être dans cette formation constante, et dans ces maker fairs, ce sont aussi des lieux de formation. Parcours bigarré, couleurs variées, c'est vrai que les modèles de parcours évoluent beaucoup. Et c'est vrai que quand vous voyez en tout cas les makers, il n'y en a pas un qui se ressemble comme un autre. Il y a plein de domaines, ça touche tous les secteurs. Et il n'y en a pas un unique. Juste pour vous dire que oui, c'est vrai que je vous parlais tout à l'heure de ce rapport passif à la technologie. C'est vrai qu'on parle maintenant d'électronisme, c'est-à-dire que finalement, c'est vrai que le mouvement maker, ça va encourager les gens à comprendre comment marchent les objets, comment marchent les machines, et voir les fabriquer. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment un nouveau rapport au savoir, et notamment un rapport à la technologie, où finalement, on était dans une société de consommateurs, on ne se posait pas vraiment de questions, et on devient un peu des pouces-boutons. Là, l'enjeu, c'est comment, justement, on va fabriquer les boutons. Que chacun ait envie, justement, de non pas pousser des boutons, mais être créateur, finalement, de ces boutons, et comment, derrière cette boîte noire, finalement, de nos machines, on comprend comment elles marchent. Et donc, c'est la question, programmer ou être programmé. Est-ce qu'on souhaite être programmé par ces algorithmes, ou au contraire programmer ces algorithmes pour être vraiment acteur? En tout cas, la créativité, comme je vous disais, ça devient vraiment un capital du 21e siècle pour les entreprises, dans le sens où qu'est-ce qui fera la différenciation d'une entreprise de demain? C'est aussi sa capacité à fédérer, à capitaliser dans son écosystème des intelligences créatives autour de son projet pour notamment
l'innovation. Et donc c'est pour ça qu'on parle de plus en plus d'économie créative. Et pour moi, les makers sont une forme d'économie créative. Alors les compétences du 21e siècle, hein, ça aussi, ça questionne sur voilà, qu'est-ce qu'on a besoin de développer comme compétences au 21e siècle. Et Margarida Romero, la chercheuse dont je vous évoquais tout à l'heure le nom, a travaillé sur ces référentiels. Et notamment, elle identifie 5 grandes compétences clés, notamment la collaboration, le travail en équipe, à la fois la créativité, bien entendu, à la fois la littératie numérique, c'est-à-dire d'avoir cette pensée informatique et savoir utiliser Internet, mais également savoir coder. Et puis la résolution de problèmes, l'esprit design, avec en ligne de fond cet esprit critique pour justement être critique par rapport à nos activités, par rapport à l'information contre les fake news, par exemple, etc. etc. Alors Jeremy Rifkin, qui est un essayiste prospectiviste américain, nous dit dans La troisième révolution industrielle, donc un livre assez, on va dire, phare, notamment là dans le Nord, où on est dans cette troisième révolution industrielle pour faire la transition énergétique. Il nous dit que finalement, ce qui a toujours été ainsi, ce que nous enseignons vraiment à nos enfants, c'est la conscience d'une époque. Et donc tout l'enjeu pour nous, en tant que pédagogue, en tant qu'éducateur, c'est de prendre conscience de cette époque pour pouvoir ensuite la transmettre à nos enfants, et donc non pas former les enfants au monde d'hier, mais bien à celui de demain. Et pour les grands enfants qui sont les adultes aussi, désapprendre et de se déformater par rapport au système dans lequel on est. Sachant qu'il y a beaucoup de métiers qui n'existent pas encore, il y a beaucoup d'études, mais globalement, là, c'est le chiffre du département américain du travail qui nous dit que 65% de nos écoliers actuels exerceront un métier qui n'existe pas encore. Donc la question, c'est comment justement on peut préparer nos enfants à l'école, sachant qu'on ne sait pas les métiers de demain. Mais c'est vrai que voilà, souvent les métiers, on parle, par exemple, je vous ai mis une petite liste, mais facilitateur, Fab Lab manager, hacker, réalisateur de web-séries, enfin plein de métiers qui n'existaient pas avant Internet, qui commencent à émerger. Et pour moi, souvent, ce sont des métiers hybrides. C'est-à-dire que finalement, les métiers du futur, ce n'est pas forcément totalement des nouveaux métiers, c'est souvent une hybridation de métiers existants. Et c'est pour ça que je parle souvent, dans une époque qui est en pleine renaissance, comment on peut révéler notre côté Léonard de Vinci. Parce que Léonard de Vinci, c'était un des plus grands des makers, mais de pouvoir justement hybrider art, technologie, science, pour pouvoir inventer notre société en pleine renaissance. Et que par exemple, un métier que j'apprécie beaucoup, c'est celui de Creative Technologist. C'est un métier qui consiste à utiliser des nouveaux outils technologiques comme la réalité virtuelle, augmentée, l'impression 3D, etc., au service de campagnes de communication innovantes. Donc comment justement on hybride ce côté créativité et puis technologie. Donc c'est souvent la combinaison de métiers existants qui fusionnent pour se transformer en métier de demain, nous dit Florent Lacour. Donc voilà, je vous ai mis, qu'est-ce que ça pourrait donner si on mixait un médecin et un artiste, un cuisinier et un artiste, même si les cuisiniers sont déjà des artistes. En tout cas, voilà, finalement, ces nouvelles technologies qui nous sont données, Mohamed Younous, qui est prix Nobel de la paix, nous dit que ça nous donne des super pouvoirs en tant que jeunes. Et notamment, les enfants, et c'est aussi le parti pris qu'on a fait, de dire si on met dès le plus jeune âge ces nouvelles technologies dans les mains des enfants et qu'on leur donne une responsabilité par rapport à ces outils, on peut totalement redesigner le système. Et donc, pourquoi on parle beaucoup de cette nouvelle technologie? Parce que surtout, elle se démocratise. C'est vraiment une révolution de la démocratisation, à la fois en prix et en usage. Maintenant, vous avez des imprimantes 3D, par exemple, à moins de 500 €. Nous, on apprend aux enfants dès 8 ans à savoir modéliser en 3D leurs pièces et puis les fabriquer. Donc je dirais que vraiment, c'est vraiment une révolution de l'accès. Et surtout, cet état d'esprit de faire soi-même, c'est-à-dire qu'on ne délègue pas, c'est vraiment le jeune qui est acteur et qui fabrique par lui-même ses propres objets. C'est pour ça que voilà, on parle des makers, justement, ces bricoleurs 2.0. On réinvente rien parce que les bricoleurs, ça a toujours existé. Par contre, on va parler de bricoleur 2.0 parce qu'on va utiliser justement ces nouvelles machines à commande numérique et ces nouveaux plans numériques qu'on peut obtenir aussi très facilement sur Internet. Alors, dans le
Dans la revue là, que vous avez reçue de Science et Vie spécial Maker pour la Maker Faire Paris, bah voilà, vous avez vraiment la définition de qu'est-ce qu'un maker donc pour les enfants. Donc si vous ne connaissez pas qu'est-ce qu'un maker, bah, je vous invite à vous renseigner dessus. Mais globalement, voilà, un maker, c'est justement quelqu'un qui va entreprendre des projets. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi un état d'esprit. C'est-à-dire que tout le monde est aussi maker. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être un technicien super chevronné pour pouvoir être maker. C'est avant tout cette promesse que n'importe qui peut fabriquer presque n'importe quoi en ayant accès à ces nouvelles technologies et en ayant accès à une communauté. Donc les makers se rassemblent en communauté pour fabriquer ensemble et se transmettre les savoirs. On parle aussi de Maker City de plus en plus. On a beaucoup parlé de la Fab City, de la Smart City, une cité intelligente. Moi, je prône plutôt la Maker City qui remet aussi l'humain au centre de la cité. Voilà cette capacité finalement que quand on a accès à un ordinateur et puis une part de créativité, on peut fabriquer ses propres objets. Ça, c'est ce que j'ai vécu dans mon garage. Et surtout, c'est cette relation beaucoup plus forte entre les pensées et les actes. Le motto du mouvement Maker, c'est juste on le fait. Et donc, on a une idée et on va la prototyper très rapidement. Matthew B. Crawford et justement là, il travaille sur cet aspect-là, l'éloge du carburateur. Je vous conseille de le lire, c'est vraiment très intéressant sur justement comment on repense les métiers manuels comme aussi des métiers qui ont une forte part d'intellectuel, parce que quand on crée un objet, quand on doit réparer un objet, on fait aussi appel à notre créativité et notre cerveau, alors qu'on a eu tendance souvent, notamment dans le système français, mais plus largement, à séparer les métiers manuels, professionnels, techniques, des métiers d'ingénieur, col blanc, etc. Alors que finalement, on a besoin des deux pour pouvoir fabriquer les objets. Cette Vénus de Milo, quand je l'ai fabriquée dans mon garage, en fait, pour moi, c'était une vraie révolution de ce qu'on peut appeler de l'empowerment en anglais, de l'émancipation, de l'empuissancement. C'est-à-dire que le fait de pouvoir fabriquer par moi-même cet objet, alors que je ne suis pas forcément très technique et habile de mes mains, pour moi, c'était une vraie révolution intérieure, dans le sens où ça m'a libéré le champ des possibles et ça m'a permis de me dire que je peux potentiellement fabriquer presque n'importe quoi là dans mon garage, par exemple. Et donc l'enjeu, c'est comment ça libère la créativité. C'est pour ça que je parle d'empowerment créatif. Et justement, comment on retrouve ce côté Léonard de Vinci, qui était quelqu'un de polymathe, c'est-à-dire à la fois un ingénieur, un inventeur, un artiste, un anatomiste, un peintre, etc. Et comment, justement, on arrive à fabriquer et prototyper rapidement ces idées. Et donc, pour moi, je considère là les enfants des makers comme, justement, des Léonard de Vinci, en puissance. Parce que, justement, c'est cette capacité de réinvention qui est mise en avant. Et comme je vous disais, c'est avant tout un état d'esprit d'être makers. Alors, juste pour vous expliquer rapidement, mais les makers se rassemblent dans les Fab Labs. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion, mais les Fab Labs sont les lieux, ces tiers-lieux de fabrication numérique, c'est Fabrication Laboratory, des laboratoires de fabrication numérique. On va justement trouver les machines dont je vous évoquais le nom, comme les imprimantes 3D, mais aussi des découpeuses laser, des fraiseuses numériques, etc. Et c'est surtout un atelier de fabrication collaboratif. Donc, par rapport à l'atelier de grand-père, il y a cette dimension justement de communauté qui est très forte. Une communauté qui se rassemble dans un tiers-lieu pour réaliser des objets. Alors, pour synthétiser rapidement, si on devait synthétiser ce que c'est un Fab Lab, c'est à la fois des compétences et des machines qui sont mutualisées, qui sont partagées, une communauté ouverte de pairs qui vont travailler ensemble, et puis surtout, les Fab Labs sont interconnectés entre lieux, et donc il y a un réseau mondial des Fab Labs qui vont aussi s'échanger les plans, par exemple, et documenter les plans des objets qui y sont fabriqués. Pourquoi je vous ai parlé de tiers-lieu, de troisième lieu? Parce que c'est aussi typique de cette mutation qu'on est en train de vivre. Un tiers-lieu, c'est quoi? C'est un lieu à la fois d'apprentissage, de savoir, mais aussi et surtout d'ouverture, où finalement, on va appeler ça un café du 21e siècle, comme un peu le bistrot du coin il y a quelques années, mais dans un Fab Lab, on va faire donc café, K-F-A-I-T, et surtout, c'est un lieu où on va faire des rencontres improbables.
Surtout, l'enjeu de ces tiers-lieux, c'est de pouvoir faire ensemble et de pouvoir justement hybrider des publics très différents, des artistes, des enfants, des étudiants, des professionnels, des startups, etc., pour pouvoir faire se rencontrer ces publics qui ne se rencontrent pas habituellement. Pour la petite histoire, le gouvernement actuellement a commandé une étude de la mission coworking et donc le rapport a été donné. Donc si ça vous intéresse vraiment, je vous recommande d'aller voir le rapport de la mission coworking qui justement décrypte cette notion de tiers-lieu, et il va y avoir aussi des financements à 110 millions d'euros de la CGET et de l'État avec du privé pour pouvoir financer l'émergence au niveau national et soutenir les tiers-lieux qui existent déjà. C'est pour ça que moi, je vais plutôt axer, parce que les tiers-lieux, il y en a plein de formes, hein, on parle de coworking, etc. Moi, je vais vous parler de tiers-lieux apprenants. C'est vrai qu'on parle de plus en plus de l'apprentissage à l'apprenance, hein, ce terme finalement qui est lié à la confiance, à l'art d'apprendre ensemble. Si je devais résumer ce que c'est l'apprenance, hein, c'est comment on apprend toujours tout seul, mais jamais sans les autres. Et donc comment justement on crée les conditions favorables à ce qu'on puisse apprendre à la fois individuellement, mais aussi collectivement, et comment justement on ne réinvente pas l'eau chaude à chaque fois, mais on accède au savoir de la communauté. Et donc cette notion d'apprenance, certes, ça va aussi transparaître dans les coworking. Et donc là, de plus en plus, il y a des coworking qui ouvrent même au sein des établissements scolaires. Donc là, c'est par exemple le collège Mendes France à Tourcoing, dans le Nord, qui a créé et aménagé un espace de coworking. Mais plus largement, en France, il y a une nouvelle association qui s'appelle Tiers-Lieux Édu, qui justement promeut cette notion de tiers-lieux éducatif au sein même des établissements scolaires. On a eu les tiers-lieux édu, qui étaient notamment présentes à la FAB 14. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, mais en juillet dernier, la conférence mondiale des Fab Labs avait lieu en France. Et donc, il y avait plein de Fab Labs du monde entier qui sont venus en juillet en France pour justement discuter du mouvement des Fab Labs. Et notamment à Bataville, il y avait cette conférence sur l'éducation, la FAB 14 Édu. Et donc la semaine prochaine, si vous êtes sur Paris, mercredi après-midi, il y a cette restitution de cette FAB 14 sur l'éducation au 110 BIS, qui est le laboratoire d'innovation pédagogique du ministère de l'Éducation nationale, pour justement discuter là, au niveau du ministère comment justement là, les makers et les Fab Labs peuvent aussi réinventer l'éducation et les tiers-lieux éducatifs. Juste pour vous dire, parce que je vous parlais d'école liquide tout à l'heure en introduction et de société fluide, pour moi c'est vraiment en tout cas cette évolution de l'école, de comment justement on passe d'une école solide pyramidale à vraiment quelque chose de beaucoup plus fluide et de beaucoup plus agile. C'est vrai qu'on prend souvent la métaphore du mammouth pour expliquer notre système éducatif. Donc c'est vrai que le mammouth c'est un animal assez solide et massif. Et c'est vrai que quand on constate l'évolution même des espaces au niveau de l'école, depuis Jules Ferry, ça a très peu évolué la classe en termes même de disposition de la classe pupitre, par exemple. Alors après, je ne vais pas généraliser parce que des fois, ça commence à bouger. Il y a des nouveaux mobiliers qui apparaissent, etc. Mais c'est vrai que majoritairement, on reste sur cette configuration. Et c'est vrai que de plus en plus, là, les jeunes qui vivent les cours magistraux, etc. Moi, je donne des cours à des étudiants et c'est vrai qu'on ne peut pas les captiver pendant plus un cours d'une heure. C'est très compliqué avec les écrans, avec le fait d'être constamment sollicité avec des notifications, etc. C'est plus possible de proposer cette même forme de pédagogie. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, la fin du cours magistral, mais en tout cas de questionner finalement comment on peut adapter ce système qui est typiquement un cours ex cathedra où un présumé sachant qui est le professeur va distribuer le savoir à des présupposés ignorants qui sont les élèves. Et donc c'est vrai que souvent c'est un peu une sorte d'industrie, hein. L'école à l'époque a été créée sous le modèle aussi industriel où il y a des années de fabrication, hein, les années de promotion, et puis c'était à l'époque pour aussi permettre de former des futurs salariés, des futurs ouvriers à l'usine, donc disciplinés
par rapport à ce système, quoi. Alors que dans la réalité, on a chacun nos intelligences, on a chacun nos propres talents. Et c'est vrai qu'avoir un modèle unique pour tout le monde ne correspond plus à la réalité et ne correspond plus justement pour épanouir nos différents jeunes. C'est pour ça que moi, je travaille beaucoup personnellement sur cette notion d'école liquide qui travaille à toutes les strates finalement, à la fois sur l'espace, à la fois sur le rapport au temps, à la fois sur l'évaluation, à la fois sur le rapport au savoir et au rapport aussi entre l'élève et le professeur qui évolue, et puis sur le rapport forcément à l'autorité. Alors je vais essayer de vous décrypter ces différentes notions. Déjà, voilà, c'est comment, comme je vous disais tout à l'heure, chaque maker est différent, comment on va faire l'éloge de la différence à l'école et comment on va sortir du moule, on va sortir du modèle unique. C'est comment on va valoriser ces intelligences multiples. Et là, voilà, il y a beaucoup de chercheurs. De plus en plus, on va parler de neurosciences qui évaluent vraiment comment fonctionne finalement le cerveau des enfants et comment on va proposer justement en fonction de chacun de nos intelligences des pédagogies dites alternatives, mais en tout cas plus adaptées. Comment justement on va valoriser aussi, on va passer de cet apprentissage qui était formel à quelque chose de plus informel, et comment on va valoriser ce type d'apprentissage plus informel. Comment justement, et ça c'est typique du mouvement des makers, finalement, comment on va passer d'une pédagogie disciplinaire fondée plutôt sur la théorie à quelque chose de vraiment pédagogie par projet, transdisciplinaire. Et ça, c'est vraiment, en tout cas, un des points clés. C'est comment, justement, à l'école, au lieu de faire un cours, on va faire un projet. Et ça va mixer plusieurs disciplines. C'est pour ça que, pour moi, comme je vous parlais tout à l'heure de Léonard de Vinci, c'était quelqu'un de très, très transdisciplinaire, pour le coup. Et comment, justement, on va proposer à l'école des équipes d'enseignants qui vont collaborer ensemble pour faire des projets communs. C'est aussi le rapport aussi au temps, et c'est vrai que les enfants passent même une majorité de temps soit à la maison, soit devant les écrans. L'enjeu, c'est comment on pense l'école, non pas juste comme le seul porteur de l'éducation, mais comme plus largement l'école tout au long de la vie, et plus largement en temps scolaire et en temps aussi extrascolaire, et surtout comment on fait les ponts entre ces deux temps spécifiques. Le droit à l'erreur aussi, à l'échec. Et là, dans la philosophie des makers, on va encourager ce droit à l'expérimentation. On le fait, on va se tromper, mais c'est se tromper le plus rapidement possible et d'échouer le plus rapidement possible pour avoir les plus grands succès par la suite. Et ça aussi, forcément, ça questionne d'encourager finalement à l'échec, alors que dans notre système et notre culture, on n'a pas envie forcément d'échouer, d'où justement cet encouragement à se tromper et à recommencer. Le savoir devient distribué et pareil, dans le mouvement des makers, on va justement documenter sur des plateformes internet. Je pense par exemple à Instructable, qui est une plateforme vraiment beaucoup utilisée par les makers pour pouvoir partager les plans et les tutoriels. Les jeunes sont vraiment de plus en plus sur YouTube à suivre des tutoriels, par exemple. Donc comment justement ce savoir devient distribué et la place du professeur évolue dans ce cadre-ci. Et puis surtout, ce qui est typique de la culture maker education, c'est ce terme en anglais qui est STEAM. Comment justement on va mixer sciences, technologie, ingénierie, art et mathématiques. Donc aux États-Unis, ils utilisent beaucoup ce terme STEAM. Mais globalement, voilà, c'est comment on réconcilie art et sciences, art et technologie, et comment justement, là, dans notre système, comment on va faire des cours d'art plastique avec des cours de technologie et des cours de mathématiques en même temps. Aussi sur l'aspect gamification, c'est vrai qu'on parle de plus en plus de rendre ludique les apprentissages. On va parler de ludo-éducatif. Nous, ce qu'on utilise beaucoup en atelier, c'est cette notion de badge. Comment évaluer les compétences du 21e siècle? Je vous parlais de la créativité, du travail en équipe. On ne peut pas mettre de notes sur la créativité. On ne peut pas se dire j'ai eu 10 sur 20 en créativité, ça ne veut rien dire. Par contre, on s'inspire là par exemple des scouts qui vont justement développer toute une série de badges, de compétences qui permettent de reconnaître à l'enfant des compétences informelles, des apprentissages informels. Et de plus en plus, des technologies de badges dits numériques se développent. Qu'est-ce qu'un badge numérique? C'est à la fois une représentation visuelle, donc l'image du badge, auquel on va associer des données, notamment des données liées à qui a obtenu le badge, qui l'a reçu,
les preuves d'obtention, les critères d'obtention. Et ça permet de faire beaucoup plus de qualitatif par rapport à justement un projet donné. L'enfant a réalisé tel objet, il a fait preuve par exemple de persévérance par rapport à ce projet. On va pouvoir lui donner un badge spécifique lié à une valeur, lié à un état, à une qualité liée à la persévérance par exemple. Et ça permet de reconnaître ces compétences qui sont difficilement notables dans un système classique. D'où justement d'imaginer justement cette progression du savoir. Et là, c'est une échelle qui a été développée au Fab Lab de Polytechnique sur justement la progression du savoir d'un Fab Lab manager. À la fois, quand il arrive dans le Fab Lab, il ne connaît pas grand-chose, et puis il se forme, et tout doucement, il acquiert de nouvelles compétences, à la fois techniques, il devient par exemple forgeur numérique, et puis avec des compétences liées à ce qu'on appelle du community management, du management de communauté, il devient vraiment un Fab Lab manager. Voilà, c'est déjà une réalité. En tout cas, là, je lisais un article, c'est école et université, qui n'a pas son lab et qui n'a pas son Fab Lab. Donc c'est vraiment une tendance de fond qui est en train d'émerger à l'école. Là, je vous ai mis par exemple l'école des professeurs, l'ESP, donc l'école des professeurs du public. Là, c'est un projet qu'on est en train de mener donc, à Lille, à l'ESP de Lille, qui est la création d'un Créalab, qui est un Fab Lab au sein même de l'école des profs pour, dès la formation des enseignants, les mettre dans cet état d'esprit de projet, de maquettage, de créativité, pour pouvoir expérimenter dès la formation des professeurs cet état d'esprit maker. Et l'innovation par rapport à ce projet-là, c'était en octobre de cette année. On a fait un crowdfunding, un financement participatif. Donc pour une structure publique, c'était déjà une innovation en soi de faire du financement participatif avec du privé. Mais en tout cas, on a récolté 5 000 € à peu près. Et voilà, ça nous donne en tout cas l'élan pour pouvoir ensuite développer ce Fab Lab au sein même de l'université et de la formation des professeurs. Et donc, ils ont un stand, en tout cas le Créalab a un stand sur la Maker Faire Paris. Donc, je vous invite aussi à y aller tout à l'heure. Le collège Louise Michel également, qui est en Seine-Saint-Denis, qui a aussi, au sein même là, du collège, créé un espace dédié avec, comme vous pouvez voir, des îlots dédiés à la fabrication, liés à la robotique, liés à des espaces de créativité. Moi, mon constat, c'est de dire qu'il n'y a pas un Fab Lab comme les autres. Ça s'adapte par rapport à un contexte donné. Et dans un établissement scolaire, ça correspond à une communauté spécifique éducative avec les parents, avec les enseignants qui s'y trouvent au niveau local. Et donc, c'est vrai que voilà, Collège Louise Michel, là, c'est la fabrique Beaubois au Canada et notamment au Québec. Ou sinon, c'est vrai que les Canadiens sont très en avance par rapport à ces nouvelles approches pédagogique. Donc si ça vous intéresse aussi, je vous invite à regarder du côté du Canada. Mais en tout cas, voilà, je vous ai mis dans une école directement intégrer ces nouvelles technologies. Création de drones, par exemple. Le Gab Lab, qui est aussi un parcours là, spécifique, qui s'appelle le parcours Archimède, qui est à Saint-Gabriel, à côté de la Roche-sur-Yon, en Vendée, près de Montaigu, pardon. Et donc là, c'est carrément sous le format d'une classe musique, par exemple. Là, c'est une classe numérique. Et donc, c'est tout un parcours intégré au sein même de l'enseignement, du programme éducatif. Un programme maker, en tout cas apprentissage du code, apprentissage de la robotique, apprentissage de la créativité. Et donc voilà, ça commence aussi à se développer même au sein des programmes scolaires. Bon, là, c'est dans le privé, mais en tout cas, voilà, ça commence à émerger. Un autre exemple, pour faire le lien aussi éducation plutôt professionnelle, c'est l'exemple de la machinerie d'Amiens, qui est un tiers-lieu Amiens qui rassemble des services de coworking, d'incubateurs, de boutiques et aussi de Fab Lab. Et au sein de la machinerie d'Amiens, ils ont justement développé là, une formation artisan numérique, entrepreneur maker, et qui est labellisée par la Grande École du Numérique. Et tout à l'heure, on aura, lors de la table ronde dans 20 minutes, une représentante justement de la Grande École du Numérique. Et donc c'est vrai que voilà, le lien aussi se fait à ce niveau-là pour former aussi les futurs Fab Lab managers ou futurs artisans numériques. Là, c'est un exemple aussi que je trouve très parlant qui est à Boston, près du MIT, qui s'appelle la Nuvu Innovation School. Et là, c'est vraiment une école
entièrement fondé sur des projets maker, où les professeurs sont au même titre que les élèves, ils apprennent aussi parce que chaque projet est différent. Et donc, c'est vraiment, en tout cas, là, des projets très créatifs qui sont développés. Et donc, voilà, le programme est basé uniquement sur cette pédagogie par projet. Juste pour vous dire, nous, donc j'ai créé Trésorium, qui est justement cette entreprise sociale pour comment justement on accompagne les structures éducatives à mettre en place ces Fab Labs et ces pédagogies, parce que pour moi, vraiment, les makers, c'est avant tout une nouvelle pédagogie, comme je vous expliquais tout à l'heure, voilà, le fait de la pédagogie par projet, le droit à l'erreur, etc. Et ça demande de faire un changement culturel au sein de l'école. Donc comment on va créer les conditions favorables finalement pour, au sein même de l'école, mais également dans les collectivités, dans les médiathèques, etc., proposer ces nouvelles expériences pédagogiques, créatives et numériques. C'est le parti pris aussi que chacun d'entre nous a un potentiel d'inventivité, de créativité. Donc ça, c'est notre conviction. Et donc comment on va développer ce que je vous disais, l'émancipation par le faire et l'inventivité, avec ce que je vous disais, une pédagogie qu'on dit récréative finalement. C'est comment on apprend en faisant, en étant acteur, en créant, en étant créatif, et puis en jouant, en étant récréatif finalement. Donc c'est pour ça que finalement, il y a Fab Lab et Fab Lab. Vous avez par exemple le Tech Shop, le Roi Merlin, où là c'est vraiment à vocation professionnelle et semi-professionnelle. Il y a aussi Fab Lab à vocation éducative qui va prendre d'autres formes. Et finalement, pour nous, c'est plutôt des espaces de libération et de fabrication des idées, si on devait rebaptiser le terme Fab Lab. Et donc voilà, tout l'enjeu, c'est de créer ces multi-activités, comment justement on va animer des ateliers créatifs, comment on va former les enseignants par rapport à ces dimensions-là, comment on va inspirer par des conférences, comment on va fournir aussi des kits et des fiches pédagogiques adaptés pour réaliser ces différents ateliers. Alors dans cette optique, parce que comme je vous disais, j'utilise beaucoup de termes en anglais ou des termes un peu du Nouveau Monde, et on a développé un traducteur finalement pour pouvoir expliquer cette culture, parce que les makers, c'est aussi avant tout un état d'esprit, une culture à transmettre au sein de l'éducation, du système éducatif. Et c'est pour ça qu'on a fait un lexique du Nouveau Monde pour pouvoir traduire 39 termes de ce qu'on considère de l'école du futur. Qu'est-ce qu'un Fab Lab? Qu'est-ce que le flow? Qu'est-ce que l'ikigai? Qu'est-ce que finalement la gamification? Qu'est-ce que finalement l'école liquide, etc., etc. Mais pour donner envie aux professeurs, aux responsables politiques et éducatifs de se mettre dans cette culture par le vocabulaire. Parce que pour moi, le vocabulaire est aussi typique d'une culture à adapter. Et ça, l'enjeu, l'impact, c'est surtout, et là vous le voyez avec les jeunes, c'est de la joie. C'est vraiment une expérience joyeuse pour être contagieuse finalement. Voilà, juste pour vous dire, tac, je vais passer rapidement parce qu'il nous reste un quart d'heure. Là, je vous ai mis quelques photos, mais ça, c'est des enfants qu'on a par exemple en atelier où ils vont modéliser en 3D leur objet pour directement l'imprimer avec l'imprimante 3D. Là, c'est des petites cartes électroniques qui permettent de créer des bornes interactives qui s'appellent Maki Maki, et on peut faire chanter des bananes, on peut commander un jeu vidéo qu'ils ont codé avec Scratch pour pouvoir créer une commande de jeu vidéo, par exemple avec de la pâte à modeler. Ça va être détourner des lieux. Là, c'était pour Halloween, et c'était créer un escalier qui déclenche des sons affreux quand les personnes montent à l'escalier, par exemple. Et là, c'était les jeux flamands 2.0. Donc, c'est comment on réinvente le jeu flamand en créant, en prototypant son propre jeu flamand, en utilisant du bricolage, des bouts de carton, mais aussi de l'électronique. En tout cas, nous, ce qu'on remarque en atelier, souvent on a cette phrase qui revient, on a cette joie de créer, et les enfants disent « c'est moi qui l'ai fait ». C'est ce que j'appelle l'effet Ikea. C'est-à-dire que quand vous créez par vous-même votre propre mobilier ou meuble, vous êtes content, vous êtes joyeux, et finalement vous créez une histoire avec votre produit. Ça, c'est d'autres ateliers, mais on a aussi créé
Là, travailler les usages de l'impression 3D, et notamment là, de faire des petits connecteurs qui permettent là, de faire des challenges de paille et de tour la plus haute. Alors c'est assez simple, hein, c'est basique, mais rien que ça permet de créer des expériences en intelligence collective où les enfants en équipe vont créer la tour la plus haute et imprimer en 3D leurs connecteurs, créer des nouveaux connecteurs, etc. etc. Là, c'est d'autres images. On est très proche de Entreprendre pour apprendre, si vous connaissez cette association qui crée des mini-entreprises au sein même des classes. Et c'est vrai que dans l'ADN, on est vraiment dans cet enjeu de pouvoir rendre acteurs et voire entrepreneurs ces jeunes. Donc là, voilà, vous avez les exemples aussi avec les badges. Et ce qu'on va encourager... Pardon, je vais boire un petit coup. Ce qu'on va encourager à la fin des projets, c'est aussi permettre aux enfants de présenter leurs projets, de pitcher et de pouvoir justement expliquer leur histoire et leur création de produits. Alors c'est vrai que l'enjeu, moi mon métier et puis avec les enfants, c'est de leur donner envie et l'envie d'avoir envie finalement de pouvoir faire quelque chose. Et ça, pour moi, c'est typiquement de ce qu'on appelle le talent finalement. Je vous disais, l'envie qu'on me donne l'envie, qu'on allume ma vie. Et là, c'est vrai que c'est un peu allumer le feu. Quand vous voyez là, les enfants à la Maker Faire, on sent l'énergie et le feu qui vibre, quoi. Et puis aussi, pour entamer cette conclusion, c'est aussi de dire que qui dit Makers, qui dit Fab Lab, dit esprit d'ouverture. Et ça aussi, c'est comment justement on pense l'école non pas comme un sanctuaire fermé, mais aussi comme partie prenante d'un écosystème plus large, et comment justement on va penser un établissement scolaire comme apprenant et comme justement la communauté éducative au sens large. Donc ça aussi, quand on crée par exemple un Fab Lab dans une école, c'est comment on va aussi impliquer les parents, impliquer forcément les professeurs, mais aussi directement les élèves, mais aussi par exemple des entreprises locales, des associations locales, la mairie, etc. etc. Donc je dirais que ce n'est pas uniquement juste fermé sur l'école, mais l'enjeu aussi est un enjeu d'ouverture sur un écosystème donné. Je travaille aussi beaucoup sur ce qu'on appelle la responsabilité éducative de l'entreprise, parce que je considère que l'entreprise a une vraie responsabilité par rapport à la vision de l'éducation qu'elle peut justement intégrer, notamment dans les rapports de développement durable, de RSE, comme on dit, de responsabilité sociétale de l'entreprise. Ce qu'on remarque, c'est que l'éducation était très peu valorisée, très peu abordée dans ces politiques dites de RSE. Et de plus en plus, il y a un mouvement autour de cette responsabilité éducative de l'entreprise pour aussi plus intégrer ces acteurs économiques dans l'école, à la fois, je dirais, en termes en tant qu'employeur également, employeur de parents, employeur formation de jeunes, d'apprentis, de diffusion du savoir, de mécènes en nature, mais aussi mécènes financiers, parce que par exemple, pour financer un Fab Lab dans une école, moi, mon activité, c'est ça, sauf que les écoles n'ont pas l'argent. Donc comment je peux me financer moi-même par rapport à mes propres activités? Et c'est en justement rassemblant tous ces acteurs autour de la table, Leroy Merlin par exemple, des fondations d'entreprises, etc., qu'on arrivera, et qu'on arrive déjà actuellement, à pouvoir financer ces innovations pédagogiques, et notamment cette culture numérique, parce que je vous ai pas mal parlé d'outils, mais finalement, c'est avant tout une question de culture, de comment finalement on apprend à travailler ensemble, et qu'on ne peut pas obliger les gens à travailler ensemble. L'intelligence collective, ça ne se décrète pas. Par contre, on peut créer les conditions favorables, un nouveau cadre finalement pour expérimenter ces nouvelles formes. Et donc pour moi, le Fab Lab, ou en tout cas les makers, sont un prétexte finalement à pouvoir créer cette nouvelle forme d'éducation. Et donc un des conseils, c'est de, par exemple, imaginer un Creative School Lab au sein même d'un établissement scolaire pour justement se donner cette opportunité. Et l'éducation nationale même, ça a créé ce 110 bis, qui est justement ce laboratoire au niveau national, au niveau de l'éducation nationale. Et puis surtout, c'est comment on va impliquer les élèves et les étudiants directement dans le processus de la création de ces projets. Ma conclusion, c'est de dire que aussi, plus on fluidifie les formes, plus il faut être solide sur le fond. Le fond, c'est quoi? C'est vos valeurs, c'est votre projet pédagogique, c'est votre vision finalement, votre valeur. Et donc, c'est vrai qu'on peut se permettre d'être justement dans cette fluidité si justement on a bien questionné sa raison d'être et d'agir au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif.
et de l'organisation. Et donc comment justement on va s'intéresser à cette école du futur, à cette école de l'art dite de la réinvention. Et comment justement les makers, c'est aussi ce qu'on peut appeler des hackers, c'est-à-dire des personnes qui détournent les choses, et que l'innovation, c'est une désobéissance qui a réussi. Donc c'est aussi être désobéissant par rapport au système qu'on connaît pour pouvoir aussi innover. Et mon conseil, c'est de surfer la vie finalement. C'est de finalement prendre cette vague du changement. On parle de tsunami numérique, et comment en ayant votre cap et donc votre vision solide, vous allez pouvoir capter les signaux faibles et comme tel un surfeur, pouvoir être non pas en équilibre, mais en déséquilibre contrôlé pour aller surfer cette vague du changement. Relaxez-vous car rien n'est sous contrôle. Et ça aussi, quand on voit tous les enfants partout à la Maker Faire, rien n'est sous contrôle. Ça, c'est à l'entrée de Burning Man aux États-Unis, où finalement, c'est tout un état d'esprit, où on était dans une société de contrôle, on voulait tout contrôler, où là, on passe vers celui d'un paradigme de la confiance en l'homme, la bienveillance, la confiance aussi en l'action. Et ça, c'est le pari des makers, et le pari de la confiance en l'avenir. Et ça, c'est le pari de l'optimisme. Voilà, tac, 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 je vais passer rapidement. La bonne nouvelle, c'est que vous aussi, en tant qu'adulte, un adulte créatif, c'est un enfant qui a survécu. Donc voilà, enfants et grands-enfants, on est sur le même bateau par rapport à cette question, car il suffit d'oser. Voilà. Ma conclusion sera de vous dire, par rapport à tout ce que j'ai pu vous raconter, juste on le fait, appliquez justement cette philosophie maker. Et si vous êtes parent, si vous êtes pédagogue ou responsable éducatif, n'hésitez pas justement à vous lancer, faire ce grand saut dans le bain, car rien n'est sous contrôle. Alors si ça vous intéresse, j'ai un blog qui travaille sur aussi ces nouvelles questions, à la fois plus largement de l'entrepreneuriat porteur de sens. Et là, vous avez mes coordonnées. Voilà, on arrive, il reste 7 minutes, je pense, au niveau des questions. Didier, dis-moi, on va terminer. Mais en tout cas, voilà, je suis disponible ici jusqu'à 14h. Et puis à 14h, on aura la chance d'avoir l'introduction par Dale Doherty, le parrain du mouvement des makers, le fondateur américain de Make Magazine et des Maker Faire au niveau mondial. Donc on a la chance d'avoir Dale qu'on écoutera à partir de 14h. Il y aura une table ronde que j'aurai le plaisir d'animer avec 3 acteurs de justement l'éducation maker pour rendre encore plus concret tout ce que j'ai pu vous raconter aujourd'hui. En tout cas, merci. Et puis, n'hésitez pas à me voir. Je peux vous donner aussi, vous expliquer le lexique du nouveau monde, etc. Un grand merci et puis à tout de suite.